croyait défendre, il détruisait. Est-ce ça la guerre? On parle de héros, mais qui compte les morts? Est-ce ça la guerre? La question qui se pose aujourd'hui, est-ce vraiment ça la guerre? On parle des héros, mais qui compte les morts? Et qui fabrique les soldats? Les idéaux ou les blessures? Un enfant avec une arme, est-ce un combattant? Est-ce un échec collectif? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'être branchés sur Crab TV et bienvenue dans Le Mot en Liberté, votre émission, l'émission qui vous met à la rencontre des grandes voix africaines. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau l'auteur du livre intitulé « Pour l'amour de ma mère et de ma patrie », Monsieur Wassi Kambale. Mes salutations, cher auteur. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être accueilli ici. On est très heureux de vous recevoir et j'espère que durant ce moment, on va vraiment découvrir ce qu'est le message réel qui se cache derrière ces grands livres que j'aimerais vraiment présenter à nos téléspectateurs. Voici les livres qui sont en honneur aujourd'hui. Voilà, les livres. Alors, je vous conseillerais de l'acheter, de vous en procurer. C'est un livre qui parle de « Pour l'amour de ma mère et de ma patrie ». Le titre, déjà, ça renvoie à un patriotisme. Alors, vous le savez bien, le patriotisme, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça nous exige? Poursuivons avec notre invité, on va découvrir ensemble. Je veux dire que pour moi, les titres, c'est d'entraîne de jeu, c'est vraiment une sorte d'ironie un peu pour les lecteurs, un peu quand ils lisent les livres, à la fin, ils se rendent compte que, mais finalement, il a dit que c'était pour l'amour de sa mère et pour l'amour de la patrie, mais ce qui se passe là-bas, ça ne reflète pas exactement cet amour-là, quoi. De l'ironie dans l'amour, chers téléspectateurs, c'est un message fort. Aujourd'hui en Afrique, peut-on encore écrire sans parler de la guerre, de la violence ou de la mémoire? Je dirais que la violence, les scènes de guerre, les scènes de violence, ils font partie de notre réalité. Et on ne peut pas juste fermer les yeux tout simplement parce que les gens pensent que ça fait trop, que tout ce qu'on écrit, tout ce que les écrivains au Congo écrivent, c'est juste la violence, c'est juste les scènes de guerre et tout ça. Mais c'est aussi une façon de rendre justice à toutes ces personnes-là qui se retrouvent un peu broyées dans des cycles de violence et qui n'ont pas une voix qui porte. Il n'y a pas de caméras derrière eux, il n'y a personne qui parle pour eux. Et je pense qu'il y a une sorte de responsabilité des auteurs, que ce soit des auteurs en Afrique, de montrer un peu cette réalité. Mais quand vous lisez ces livres, ces romans, vous allez constater en fait qu'à la fin, nous, on ne s'arrête pas à raconter la violence. On donne des perspectives. Et pour moi, cette perspective, c'est à travers l'art. Je propose l'art comme un outil pour sortir un peu de ces cycles de violence dans notre pays. D'accord. Vous abordez la violence pour faire passer un message sur la justice. Oui, disons, je porte la voix. Je porte la voix de toutes ces personnes-là qui se retrouvent... on ne sait pas s'ils sont des victimes ou sont des bourreaux, mais qui se retrouvent dans ces cycles de violence. Donc, en dilemme. Oui, c'est dans un environnement où il faut survivre. Le choix ou la décision, parfois, c'est très difficile. Il faut trouver un moyen de survivre dans certains environnements. Ok, très bien. Vous l'avez suivi, chers téléspectateurs, chers amis de la littérature. L'auteur nous fait savoir qu'il aborde la violence. Et dans cette violence-là, évidemment, il y a des bourreaux et des victimes. Et on se demande à quel niveau dans cette violence on retrouve la justice. Déjà, le titre, comme il l'a dit, c'est un titre qui paraît ironique, qui pose déjà une question pour l'amour de ma mère et de ma patrie. On se demande si vraiment c'était de l'amour. Dans votre livre, cher auteur, cher monsieur Wassi Kambale, vous montrez un enfant qui devient soldat. Est-ce que la littérature
doit raconter ce que la société préfère oublier? Hmm. En fait, l'histoire dans ces livres, c'est l'histoire d'un jeune homme qui voit sa mère être humiliée par des acteurs armés et cette action lui révolte. Et les jeunes hommes, il dit à sa mère, parce qu'il n'avait jamais connu son père, il dit à sa mère, ce que papa ne t'a pas donné, moi je vais te le donner. Il veut rendre un peu la fierté à sa mère, il veut protéger sa mère et malheureusement il choisit des routes un peu détournées parce qu'il va aller prendre les armes. Et en prenant les armes, il se retrouve un peu broyé dans ces cycles de violence. Au début, une personne qui voulait bien faire les choses, qui fait les choses pour une bonne cause, parce qu'il veut rendre sa mère fière, heureuse, il veut protéger sa mère. Il devient la personne qui arrive même à violer les mères des autres. Il devient la personne qui brûle des villages. En fait, on interroge beaucoup de thématiques et une de thématiques, c'est la question de l'humiliation. Jusqu'où l'humiliation peut amener les gens. Et ça, il faut vraiment faire attention dans nos communautés sur la question d'humilier les autres, parce qu'on ne sait pas jusqu'où cela peut les amener. Mais aussi, j'interroge aussi la question de l'amour. L'amour pour la famille, l'amour pour ma communauté, l'amour pour mon pays. Et on voit au fur et à mesure qu'on évolue dans les livres que cette notion devient une sorte de prétexte. Tu vois, quelqu'un qui dit j'aime, et ça, c'est un débat qu'on voit tout le temps dans nos communautés ici. Des gens qui vous témoignent de l'amour, mais qui en vérité, en dedans, de l'est contre vous. Oui. Ça c'est remarque vraiment actuellement dans la société quinoise et disons dans plusieurs villes de la RDC. Oui, beaucoup de gens disent aujourd'hui que je me bats, j'ai pris les armes parce que j'aime ma communauté. Il y a vraiment ces débats-là de c'est quoi être un vrai patriote. Et parfois, à un moment donné, cette notion est manipulée un peu par de personnes. Dans les cas de mon livre, on voit que Moutou, c'est le personnage principal du livre, qui rentre dans un groupe armé et le premier jour, quand il arrive, un commandant lui pose la question « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et il n'a qu'une seule réponse qu'il doit donner. Il doit dire une réponse générique, que je suis venu pour défendre mon pays. Ce n'est pas vraiment sa propre conviction. Ce n'est pas qu'il est convaincu qu'il doit défendre son pays. C'est juste qu'on lui a dit que c'était la seule réponse qu'il faut dire. Donc il faut vraiment faire attention avec cette question de l'amour de ma communauté, de l'amour de ma famille, de l'amour de ma patrie. Parfois, c'est des choses qui peuvent être manipulées par des personnes qui ont leurs propres intérêts. Donc, les questions d'un enfant, d'un jeune garçon de 14 ans, Moutou, c'est ça son nom, c'est le personnage principal du livre et qui va au front. Sous prétexte, son slogan c'était non, j'y vais pour sauver ma mère parce qu'il y a des victimes de tout ce qui se passe, tout ce qui se trame dans l'est de la RDC. Et voilà, il voudrait un jour sortir sa mère de cette misère et lui-même évidemment, et sur quoi aussi son pays. Mais malheureusement, quelque chose se cache derrière là, une volonté personnelle. On se pose la question de savoir, était-ce une volonté de vouloir rendre justice soi-même, mais en fin de compte, on se rend bien compte que Moutou s'est rendu ou bien avait rejoint la milice pour autre raison. Et ces raisons-là, on va les découvrir. Était-ce des raisons humanitaires ou inhumaines? Nous lisons en passage de ce livre, de ce très beau livre. Alors, chers téléspectateurs, voilà le livre. C'est le joyau. Je tiens à signaler que c'est un nouveau talent dans la ville de Provence de Kinshasa, monsieur Wassi Kambale. C'est son premier roman qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Vous voyez bien les titres et qu'on peut lire sur l'écran. Alors, on va le lire en passage pour vous. Moutou marchait lentement. Ses pas barbotants de la rosée sous ses pieds nus, tout en cherchant à se réchauffer contre le froid piquant de l'aube.
Soudain, de militaires surgirent de bananeraies, mitraillettes en bandoulière. Leur chef toisa la mère de Moutou, doigt rageur pointeux sur la chèvre. Yo pesa biloko ya kolia. Sinon, toko botola yo tabana yo. Toi, donne-nous de la nourriture. Sinon, nous allons te ravir cette chèvre. Tonnant leur chef. L'index pointé sur la mère de Moutou. Sinakitu, Mouni Urumiye. Pardonnez-moi, je n'ai rien, dit-elle en swahili. Debout devant la petite maison en paille, la mère de Moutou tentait de protéger sa chèvre, son unique bien, et dernier vestige du pillage. Les militaires commencèrent à la bousculer devant son fils. Elle tendit ses deux bras pour les empêcher d'accéder à la chèvre. Mais la loi du muscle finit par l'emporter. Hamutabeta mbuzi yangu, nio wangu bwana, nio wangu muyomba. Vous n'allez pas prendre ma chèvre. C'est elle mon mari. C'est elle mon oncle, criait-elle. Yo tokobeta yo masasi. Toi, nous allons te fusiller. Gronda l'un des militaires, et l'autre lâcha une gifle qui atteignit la maman au plein visage. Ce dernier secoua sur le sol son pagne, usé, se souleva, dénudant ses jambes maigres et musclées par les longues heures de marche. Jusqu'à la hauteur des cuisses, tout son corps de femme était nu. Bagara, ricana en soldat. Le mot fou est à Moutou comme une balle perdue, prostituée. Il serra le poing prêt à rebondir. C'était David contre Goliath. Le passage est très fort, cher monsieur Ouassi. C'est très fort. Oui, c'est malheureusement une histoire que c'est pas seulement l'histoire des Moutou, c'est l'histoire de beaucoup de personnes en RDC qui font face à de l'injustice, à des humiliations. Et là, on voit un peu comment des militaires surgissent de nulle part. Ils arrivent devant la case des Moutou avec sa mère. Ils trouvent sa mère, ils vont essayer de la violenter. Et ce qui choque Moutou à ces moments, c'est le fait que ces gens-là appellent sa maman prostituée. C'est quoi les mots en swahili? Mbaraga. Mbaraga, j'espère que j'ai bien prononcé, certains dictateurs. Mbaraga, ils disent Mbaraga, ils disent à la mère de Moutou Mbaraga. Et Moutou, qui n'a jamais connu son père, ça les choque. Pour lui, c'est vraiment le summum de l'humiliation. Et il veut défendre sa mère. Il ne peut pas supporter voir sa mère être traitée des prostituées. C'est pas normal. Et ça, c'est juste un exemple de ce qu'on peut appeler humiliation. Mais l'humiliation prend plusieurs formes dans ces pays. Beaucoup de gens se sentent un peu humiliés, un peu dans plusieurs circonstances. Ouais. Alors, monsieur Ouassi Kambale, partant de ce passage que nous venons de lire, j'aimerais savoir avec nos téléspectateurs à ce moment, qui est responsable lorsque un enfant devient soldat. C'est la société qui remet l'arme dans les mains de cet enfant, ou bien c'est l'enfant lui-même. Est-ce la responsabilité de l'enfant qui devient soldat, ou la société qui évidemment prend cette arme et la met dans les mains de cet enfant? En fait, quelque part dans ces livres, je dis ceci, que à un moment donné, dans l'histoire, Moutou se rend compte en fait qu'il est rentré dans un groupe armé, mais tout ce qu'il a fait, tous les combats qu'il a fait, c'était pour rien, parce que finalement, il va
à un moment donné, le groupe armé pour qui il combattait va être vendu à un autre groupe armé. Et c'est à ce moment-là que je dis dans les livres que le monstre, c'est pas celui qui tue, c'est celui-là qui a mis l'arme dans les mains d'un enfant, on lui murmura de gros mensonges. On lui a vendu les rêves qu'il était en train de se battre pour sa patrie, mais c'est pas ça. Et je pense que ça, c'est une responsabilité de notre société, de notre communauté. C'est vraiment un échec collectif de notre communauté de voir des enfants porter des armes. Comme je dis, dans un environnement où il n'y a que la survie, la décision d'un enfant d'aller dans un groupe armé, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas tenir compte de ça. On devrait tout faire collectivement à ce que la violence ne soit pas l'option pour un enfant. La violence ne devrait pas être le premier choix d'un enfant. Un enfant est censé être à l'école, un enfant est censé étudier, rêver grand, construire la nation et pas rentrer dans un cycle de violence. Le monstre, ce n'est pas celui qui tue, mais celui qui remet les armes. Donc celui qui donne l'arme. Celui qui donne l'arme à un enfant en lui disant que cette arme, c'est pour que tu te bats pour ton pays. Il le trompe, en fait. Donc, il le trompe. ça, c'est très bien. Oui. Alors, je pense que c'est l'une des meilleures phrases de votre texte. Ça peut même rester comme étant votre slogan bien. Des mots à travers lesquels on vous reconnaît. Oui. Celui qui est monstre, ce n'est pas celui qui tue, mais c'est la personne, évidemment, qui fait en sorte, qui permet, qui donne le moyen à l'autre de tuer dans les contextes qui nous concernent actuellement. Il s'agit d'un enfant, d'un mineur de 14 ans. Ouais. Alors, le monstre, c'est celui qui a remis. Et ça, c'est un échec collectif parce que il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Hein. Les parents, la communauté, il y a ceux qui vendent les armes, il y a ceux qui maintiennent les pillages de ressources naturelles, ceux qui encouragent la perpétuation de la violence un peu. Il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu et je pense que ce sont là le monstre qui ne permettent pas aux enfants, à de nombreux enfants, de vivre normalement, de vivre dans une société où un enfant devrait être à l'école en train d'apprendre, devrait rêver et réaliser ses rêves. Alors revenons toujours sur ce passage qui vient d'être lu, Monsieur Wassi, lorsque vous parlez, lorsqu'on lit le passage, évidemment, on voit une mère qui ne dort pas sur la fortune, c'est une mère qui est pauvre. Alors la question de savoir, on se demande, c'est pas les raisons, on ne peut pas justifier le fait que Moutou abandonne sa mère pour aller prendre les armes, etc. Alors, mais c'est quand même des gens qui sont pauvres. Ouais. Est-ce un choix d'être dans la pauvreté? Est-ce un choix? À quel niveau peut-on aller pour s'en sortir? À quel niveau peut-on aller pour quitter la pauvreté? Au départ, Moutou ne veut pas être riche. Moutou, ce qu'il veut, c'est que sa mère soit protégée dans la communauté, dans son village. Après, quand il rentre dans le groupe armé, et il rencontre d'autres jeunes, quand il commence à discuter, il commence à voir aussi ces idées-là. Il s'est dit, peut-être quelqu'un lui a dit un jour, si dès qu'il y aura un mixage, un brassage des groupes armés dans l'armée, des promesses. Vous irez à Kinshasa, vous irez dans des concerts, vous allez faire des mabangas, vous serez riches, vous serez des officiers et tout ça. Mais à la base, sa cause, elle est pour lui, hein, d'un regard un peu externe, c'est une cause noble. Il veut protéger sa mère. Et malheureusement, la violence, le choix de la violence, c'est là qu'il y a le vrai problème. Malheureusement, on est dans un cycle où la pauvreté, la violence et la pauvreté, je veux dire, la violence perpétue une situation de pauvreté. Dans nos villages actuellement, ce qu'on voit, la guerre, dans les villages qui sont affectés par la guerre, on voit que les femmes ne peuvent plus aller au champ, ne peuvent plus cultiver, les peu de moyens, les peu de ressources que les gens avaient
ont disparu à cause de la guerre. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle guerre, ça va être toujours comme ça. Donc, il faut trouver un moyen de mettre fin à la violence, oui, afin de permettre aux gens de sortir de la pauvreté, de travailler, d'aller au champ, de produire et voilà, de rêver à un avenir où les gens sont autonomes. Donc, Mobutu ne devrait pas n'avoir que le choix d'aller vers la violence. Okay. Il fallait que la communauté lui donne d'autres alternatives. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Là-dessus, on revient sur le fait que c'est la communauté qui est responsable du fait que l'enfant se perde. Parce que vous avez... il y a beaucoup de responsabilités qui reviennent à la société. Et je pense qu'il faut trouver un moyen de quitter de ces cycles-là. Il faut trouver un moyen d'offrir des opportunités aux jeunes qui ne sont pas que de la violence ou qui ne sont pas tout simplement de la violence. Et ça, je propose, moi j'évolue un peu dans le milieu artistique. C'est pour ça que moi, ma proposition, c'est de dire il faut investir dans les arts, il faut investir dans toute forme d'art, que ce soit dans ces livres, je parle spécifiquement du slam, par exemple. Je pense que l'art permet un peu de s'exprimer. Okay. Parce qu'une des choses, à un moment donné, dans le milieu, par exemple dans l'Est de la RDC, la seule façon de s'exprimer ou de se faire entendre, on pense que c'est à travers l'arme, à travers les armes, à travers la violence. Alors que je pense que l'art nous donne une autre voie. L'art permet de s'exprimer et de se faire entendre par des moyens non violents. Ouais. Et donc, moi, ma piste dans ces livres, c'est d'inviter un peu la société, la communauté à regarder d'une certaine manière le rôle que peut jouer les arts de manière générale et là, les arts de la parole de manière plus particulière pour reconstruire notre pays, pour trouver d'autres alternatives qui ne sont pas que des violences. Très bien, vous parlez d'islam, vous parlez d'islam. L'islam, c'est de la littérature, ce sont des poèmes. Ouais. Ce sont des poèmes, on est d'accord avec ça, ce sont des poèmes. Alors, vous dites qu'avec, en fait, actuellement, avec les poèmes, l'islam, parce que ça se trouve aussi dans votre livre, je pense dans les pages 116, il y a un poème entier qui est à l'intérieur, un très beau poème, félicitations pour ça. Vraiment, c'est un poème qui capte. Alors, je tiens à nos téléspectateurs que lorsque vous lirez les livres, lorsque vous aurez le plaisir de lire ces livres, vous verrez dans la page 116, je pense, page 116, il y a un poème en slam qui est très intéressant et qui témoigne, qui résume même tous les livres. Ça, vous aurez vraiment compris le message et vous serez vraiment très impressionné et converti, je dirais. Parlant de slam, la littérature, on revient dans le poème. C'est un genre littéraire, évidemment. C'est vrai que le slam est beaucoup plus récent, en quelque sorte, qu'on me complète. Alors, êtes-vous en train de dire que la littérature africaine, actuellement, la littérature africaine, devient un espace pour le voix, vous oubliez les personnes qui n'ont pas la voix pour s'exprimer, à travers le slam, le poème, le roman que vous avez écrit, des nouvelles, etc., même des essais, ça devient la littérature africaine. Est-elle devenue un moyen de témoignage plutôt qu'un simple moyen d'imagination artistique, on reste dans les beaux parce que vous savez, un roman, lorsque j'écris un roman, c'est aussi pour plaire. L'esthétique est là, le beau, raconter une histoire, amuser les lecteurs. La question, la littérature africaine actuellement, est-elle devenue un moyen de témoignage ou un moyen de simple imagination? Je pense que les deux aspects ne s'excluent pas. C'est le fait de témoigner, mais aussi l'esthétique doit rester dans l'écriture. Mais je pense qu'une des responsabilités des auteurs, notamment des auteurs en Afrique, c'est vraiment de porter la voix de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes et de montrer un peu la réalité qu'on vit au quotidien. Et ça, je pense qu'on devrait continuer à faire ça
tout en gardant un peu l'esthétique de l'imagination et tout ça. C'est important, mais je pense que c'est important de rester sur la réalité du terrain, de montrer cela. On se plaint très souvent que, par exemple, la crise en RDC est trop médiatisée ou parfois mal comprise un peu au niveau international. Mais je crois que voilà, si les auteurs peuvent porter cette voix-là, montrer un peu ce qui se passe sur le terrain dans une sorte de fiction, je pense que quand quelqu'un lira ces livres dans 10, dans 20 ans, il va se rendre compte qu'en fait, tout ça, ça s'est passé en République démocratique du Congo. C'est comme pour dire, l'écrivain est le témoin vivant de son époque, parce qu'à travers ses écrits, évidemment, il va essayer de pérenniser le vécu, etc. À des générations, en fait, lorsqu'on n'écrit pas, avec votre livre, l'idéologie qui en ressort avec votre livre, des questions sur l'actualité de la littérature francophone africaine contemporaine, là on comprend que la littérature, lorsqu'on n'écrit pas, ou lorsqu'on sabote l'une des missions très importantes de la littérature, celle d'interpeller, celle d'appeler les gens à changer, celle de rappeler ce qu'on vit actuellement, celle de donner un espace à ces personnes qui n'ont pas de moyens pour s'exprimer. Évidemment, c'est toute une génération qu'on est en train d'hypothéquer. Ça, c'est un très bon message. Oui, évidemment. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans le média nous parle des chiffres. Ils disent... les médias, ça m'intéresse, ça me concerne. 10 personnes ont été tuées à Beni. Où 20 maisons ont été brûlées à Mambasa, à Ituri. Mais ce que les médias ne disent pas, c'est qui font ça? Qui est derrière ça? C'est qui tue? Est-ce que c'est des monstres, ces gens qui tuent chaque jour? Et je pense que ça, c'est la valeur ajoutée de la littérature pour venir aussi un peu faire le portrait de ces personnes-là. Et je pense que quand tu lis un peu quelqu'un qui a lu mon livre récemment, il m'a fait une critique, il dit tu nous amènes à comprendre un peu le monstre, mais c'est pas ça en fait. Je vous dis que tous ces gens qui sont actifs dans la violence, c'est pas des monstres, c'est des gens qui certains ont fait des choses pour une cause noble parce qu'ils pensent que moi je vais protéger ma mère, moi j'aime mon pays, je vais donc défendre mon pays et tout ça. Très bien. Alors, on va lire un passage, un tout dernier. Voilà. C'est la page 116. Moutou sentait confusément que raconter n'était pas se justifier, mais rebâtir. Chaque vers qu'il écrirait n'effacerait pas l'horreur, mais il lui donnerait une forme, un rythme, un sens. Une tentative désespérée de reprendre possession de sa propre histoire. Pour ma mère, pour le salut de notre drapeau, je pris un fusil. Je tirais pour combattre l'ennemi. Je croyais libérer mon pays. Je croyais protéger le mien. Mais je créais une fosse commune. Oh, mes yeux d'adolescent ont vu le vague de sang. C'est déferler sur les collines dans l'est de mon pays, où stagnent les larmes de veuve du Kivu. Partant de ce passage, Monsieur Wassi, peut-on aider les autres? Peut-on aimer en prenant les armes? Peut-on aider la personne qu'on aime en prenant les armes? Non, c'est justement tout le contraire de ce que je propose dans ces livres. Je dis que l'art peut nous permettre de mettre fin au cycle de violence, qu'il faut offrir aux jeunes d'autres alternatives que la violence. On ne peut pas par amour rentrer dans les cycles de violence. Il y a d'autres alternatives
Et je pense qu'il faut les encourager, il faut défendre les activités artistiques, il faut que les artistes aient des espaces où ils peuvent facilement s'exprimer. Il faut que les jeunes qui ont été embarqués dans la violence puissent avoir des moyens de sortie à travers les activités artistiques. Donc, par exemple, le poème que vous venez de lire, c'est Moutou prend la parole. Il dit j'ai fait tout ça, mais maintenant, en disant ça, ça veut dire qu'il veut quitter un peu ces mondes-là. Il veut s'orienter vers un nouvel avenir. Il veut quitter il a décidé de dire la vérité, sa vérité, pour en fait se libérer. Et je pense que c'est là la force de l'art. L'art nous permet de rendre supportables les blessures internes. Et je pense que c'est pour ça que moi je suis un grand défenseur des droits humains, surtout de l'art, de comment on peut promouvoir vraiment les activités artistiques dans de la place qu'on doit accorder aux activités artistiques dans notre communauté. Alors, monsieur, voici, c'est un très bon débat, un grand partage. Pourriez-vous dire quelque chose à vos lecteurs? Vous avez un grand public, ce public chaleureux qui vous écoute à ces moments, qui vous regarde. Quel message lancez-vous à vos téléspectateurs par rapport à votre premier roman? Regardez la caméra, dites-leur ce que vous pensez, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'ils retiennent au sortir de la lecture de ces joyaux littéraires. Je veux dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments que la violence ne vaincra pas, que nous pouvons offrir de nouvelles alternatives aux jeunes pour mettre fin au cycle de la violence. Il y a beaucoup de pistes et moi, je pense que l'art, c'est une bonne piste et qu'il faut promouvoir les activités artistiques, non pas seulement le voir comme de la distraction, mais comme des espaces d'expression où les jeunes peuvent s'exprimer autrement que par la violence. Voilà, voici Cambalé pour l'amour de ma mère et pour ma patrie. Le monstre, ce n'est pas celui qui tue, mais c'est celui qui donne les armes. C'était la phrase la plus culminante, la plus philosophique, la plus actuelle, la plus ancrée dans l'actualité et une phrase très littéraire, une phrase qui aurait marqué un jury, qui aurait marqué un lecteur pointu, un lecteur aguerri. C'était Le Monde en Liberté, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, amoureux de la littérature. Merci, à la prochaine.